Actualité Centre-Ville. Tous les matins, 9h, l'équipe de la Salle des Nouvelles vous donne rendez-vous avec l'actualité. Qui fait quoi? Quand? Où? Comment et pourquoi? La réponse à toutes vos questions avec nos journalistes et chroniqueurs. Actualité Centre-Ville, parce que vous avez droit à des nouvelles de qualité. La même motivation, la même équipe, mais une nouvelle édition d'Actualité Radio Centre-Ville. À l'antenne, Jules Oscar Dorsan, les grands titres, tout de suite. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Des établissements peinent à trouver encore des enseignants. Faisant face à de multiples allégations d'harcèlement psychologique, la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, retire sa candidature. La Convention baptiste du Sud fait l'objet d'une enquête de la part de l'administration Biden. La gestion faite par la plus grande dénomination protestante des plaintes relatives à des abus sexuels laisse à désirer. Auditrices et auditeurs, amis de la radio, continuez à nous mobiliser pour la grande rénovation de Radio Centre-Ville. Votre radio. Faites un don. Soyez généreux en laissant parler votre cœur pour votre radio. Radio Centre-Ville, la radio des communautés. Objectif, 50 000 $. Nouvelles d'ici et d'ailleurs. Radio Centre-Ville au centre de l'actualité. Bienvenue au développement du Radio Journal. Elle l'a décidé. La députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, retire sa candidature à quelques semaines du déclenchement des élections. Elle faisait l'objet de plusieurs allégations d'harcèlement psychologique. C'est dans une conférence de presse organisée hier qu'elle a annoncé la nouvelle. Madame Proulx avait pourtant reçu il y a 2 semaines le soutien du chef de son parti, François Legault. Nelson Joseph nous présente ce qui suit. Étant donné que plusieurs personnes semblent vouloir continuer à diffamer et à faire de la petite politique pour la campagne électorale à venir, j'ai pris la décision que je ne serai pas candidate à la prochaine élection. Elle a fait cette déclaration lors d'un point de presse à Montmagny. La députée CAQIS de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a expliqué qu'elle préférait éviter de devenir une source de distraction pour son parti. L'ancienne ministre a qualifié de fausses ces accusations contre elle depuis 3 ans, a-t-elle dit en retenant ses larmes. Et là, à la veille de la campagne électorale, on ressort les mêmes histoires et allégations à mon sujet. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est de la diffamation, c'est du règlement de compte. Car toutes ces histoires commencent à miner mes convictions et mon moral. De fausses accusations, comme j'en subis depuis 3 ans, c'est lourd. J'ai toujours eu à cœur le bien des gens qui travaillent avec moi. Le bien-être de l'équipe est une valeur importante à mes yeux. Sachez que j'en aurais beaucoup à dire, mais je me rabaisserai pas au niveau de mes détracteurs, puisque moi, j'ai une éthique personnelle et professionnelle. J'ai pris la décision que je ne serai pas candidate à la prochaine élection. Et surtout, je veux que vous le sachiez puis que vous l'entendiez, je le fais pour me protéger. Protéger les miens, protéger les personnes en qui j'ai confiance, et qui ont confiance en moi. Plusieurs adversaires réclamaient le retrait de sa candidature. Il y a 2 semaines qu'une nouvelle plainte pour harcèlement psychologique se trouvait entre les mains du tribunal administratif du travail, TAT. Interrogé en date du 9 août dernier sur les plaintes envers sa députée Marie-Ève Proulx, le premier ministre François Legault avait déclaré: Moi, je fais confiance à Marie-Ève Proulx qui n'a pas eu de problème avec cette personne-là. Maintenant, on va attendre la décision du tribunal. Le Parti libéral du Québec, pour sa part, avait sévèrement critiqué la prise de position du premier ministre. La chef Dominique Anglade estimait que François Legault minimisait la gravité des gestes reprochés en gardant Mme Proulx dans son équipe en vue des élections du 3 octobre prochain. La députée de Côte-du-Sud avait quitté le Conseil des ministres en mai 2021 après que certains employés se furent plaints de harcèlement de sa part à leur égard. La plainte déposée au tribunal administratif du travail en août 2020 s'était conclue par une entente à l'amiable 1 an plus tard, soit en août 2021. De Denis Tadif, en passant par Émilie Foster, Nadine Giraud, Lise Lavallée, Marie-Chantal Chassé, Claire Isabelle, Suzanne Dansereau, François Paradis, Marc Picard, Marguerite Blais et Daniel Macken, Marie-Ève Proulx
est finalement devenue la 12e députée ayant choisi de céder leur siège, lit-on sur le site de Radio-Canada. Nelson Joseph, Radio Centre-Ville, Montréal. De Bourassa Sauvé, ça va bien? Elle s'appelle Madouani Kakade, celle qui représentera le Parti libéral du Québec dans Bourassa Sauvé aux élections provinciales du 3 octobre. L'ancienne présidente de la commission jeunesse du parti a remporté la première investiture de l'histoire de la circonscription après 3 tours le 21 août dans une lutte qui se jouait au départ à 4. Élection déroulée en présence de la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Ses premières réactions au micro de Jean-Numa Goudou de Intexto. 1000 personnes cet après-midi, un dimanche après-midi ensoleillé. Ça témoigne bien de l'engouement puis de l'enthousiasme des gens pour venir choisir la personne qui va les représenter dans Bourassa Sauvé. Ce sont des libéraux. Si vous étiez dans la salle tout à l'heure, il y a une chose que j'ai dit, c'est que quand on va tous quitter l'endroit aujourd'hui, à la fin, on est tous des libéraux, peu importe la décision des gens qui auront voté, nous serons tous des libéraux à faire campagne pour le 3 octobre. Avant même de me présenter comme chef, j'avais mentionné que c'était important pour nous de lancer des investitures dans des comtés le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de se mobiliser, parce que ça permet aux gens d'aller choisir la personne qu'ils souhaitent voir les représenter. Et c'est pour ça qu'on a fait une investiture dans Bourassa Sauvé. Je ne sais pas si vous réalisez, mais une Haïtienne vient d'être nommée candidate officielle du Parti libéral du Québec à Bourassa Sauvé. C'est une chose que notre communauté a souhaité pendant longtemps, a réagi Marie-Livia Boger. Elle vient tout juste après Madame Cadet dans la course. Madame Boger a souligné la participation de la communauté noire dans cette investiture, toujours au micro de Jean-Numa Goudou de Intexto. Tout à fait. Puis je pense que c'est extrêmement intéressant parce que ça prouve, d'une part, le poids de la communauté haïtienne. Souvent, je pense que de façon générale, d'autres communautés, en fait, on a peut-être donc ce sentiment que la communauté haïtienne n'est pas investie politiquement, mais au contraire, je pense que moi, j'y croyais déjà. Je croyais déjà à cet investissement de la communauté. Puis je pense que hier, on nous l'a prouvé là, que la communauté haïtienne était présente, que la communauté haïtienne souhaitait soutenir ces candidatures, que la communauté haïtienne est politiquement mature et a un poids et veut jouer un rôle politique au Québec. À quelques jours de la rentrée des classes cette année, entre 700 et 1400 enseignants seraient manquants à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Une situation qui risque de perdurer. Suivez ce reportage de Radio-Canada signé Julie Massot. C'est le tapis rouge déroulé pour les enseignants. Mélanie Ladouceur, fraîchement sortie de son congé de maternité, sélectionne les écoles qui l'intéressent. J'attends en ligne, en fait, pour parler à une direction. Donc, on voit les noms des écoles qui sont inscrits au mur. Au centre de service scolaire Marie-Victorin, sur la Rive-Sud, on a pris le taureau par les cornes pour lutter contre la pénurie de personnel. C'est l'opération Grand V, embauche en une seule journée. Du speed dating, selon l'expression populaire. Plus de 500 personnes rencontrent des directeurs et directrices d'école. Ces aspirants profs écrivent par la suite leurs préférences d'école sur un formulaire. Le service des ressources humaines rassemble tous ces formulaires-là et essaye de faire ce qu'on appelle des matchs parfaits là, entre les candidats puis les directions d'établissement qui ont des affectations à pourvoir. Bonjour! Vous allez bien? Bien, vous? Marie-France Labelle, directrice de l'école Saint-Romain, a commencé comme enseignante. Je les trouve très chanceux, les candidats, parce que moi, je me souviens que je devais à l'arracher essayer de me trouver un 3-4 jours semaine. La hausse substantielle des salaires des enseignants accordés par le ministre Roberge, mais aussi les missions de recrutement à l'étranger durant son mandat portent fruit. Anaïs Assion s'est ainsi fait embaucher directement en France. Reste à choisir son école. Vos milieux défavorisés sont pas les mêmes que les nôtres. Là, je cherche l'école Saint-Joseph pour un poste en maternelle 5 ans. Sur 400 postes à combler, la journée permettra l'embauche d'environ 350 enseignants à temps plein et à temps partiel. Mais si l'embauche bat son plein ici, toutes les écoles n'ont pas cette chance. C'est pas représentatif. On voit dans différents milieux, on est en grande recherche d'enseignants encore. La semaine dernière, dans une tournée médiatique annoncée aux médias la veille seulement, le ministre de l'Éducation affirmait de façon rassurante que 700 postes d'enseignants restaient à combler. Les postes qui sont encore ouverts
Moi, j'ai confiance qu'on va les combler avant la rentrée scolaire. Jean-François Roberge soutient que chaque classe aura un enseignant, un adulte, oui, disent les syndicats, qualifié pas nécessairement, et ce sera parfois plusieurs remplaçants. On sait très bien que dans les milieux, il n'y aura pas un enfant en péril à la rentrée, là. Tout le monde va s'en occuper. Il y aura du monde qui vont être là. Mais à quel coût? À quel prix? Les syndicats affirment depuis une semaine que le ministre de l'Éducation minimise le problème. Des vérifications effectuées par Radio-Canada démontrent un cafouillage dans la transmission des données. La veille de la sortie médiatique du ministre, Radio-Canada s'est par exemple vu refuser une demande sur le nombre de postes à combler sous prétexte que les données n'étaient pas disponibles. Le ministère nous a ensuite fourni le chiffre de 700 postes vacants, puis de 924 pour revenir à 700. Les regroupements des directions d'école, eux, sont catégoriques. Il faut doubler ce nombre. Nous, on est allé avec un chiffre conservateur parce qu'on n'avait pas toutes les réponses de l'ensemble des centres de services, mais on était capable quand même d'établir une certaine tendance et une moyenne. Donc, on arrivait vers un chiffre conservateur de 700 autres postes pour un total de 1400 enseignants. À ce total, il faut ajouter des centaines d'autres postes à combler, notamment chez les éducatrices en service de garde et les techniciennes en enseignement spécialisé, à la veille de la rentrée scolaire. Ici Julie Marceau, Radio-Canada Montréal. Culture des artistes de la diversité au Québec ont de plus en plus de mal à exporter leur musique à travers les grandes plateformes médiatiques. C'est ce que déplore le chanteur sénégalais Bo Diao, qui plaide en faveur d'un Québec plus ouvert à la diversité comme cela se fait en France. Reportage de David Mézy. C'est l'un des artistes les plus versatiles de la diversité montréalaise. Sur scène, Bo Diao est une perle rare. Même s'il chante l'amour, la paix, la fraternité, sa carrière artistique n'en demeure pas moins facile. Pour se faire voir, se faire connaître et surtout pouvoir développer son talent à pleine capacité, Bo Diao avoue qu'ici, au Québec, ce n'est pas du tout facile. C'est très difficile de s'exporter, c'est très difficile de se faire approuver. Comme tout artiste de la diversité, Bo Diao a-t-il lui aussi été confronté au refus de certains médias québécois de diffuser sa musique? Bien sûr, ça, je me rappelle en 2013, j'avais un produit qui s'appelait C'est ma blonde. Je m'étais forcé même d'aller dans les directions où là on reconnaît la musique propre qui allait jouer aux radios, mais les portes étaient fermées parce que je m'appelais Bamba et j'étais pas un Québécois. Ça, moi, je l'ai vécu. Un constat accablant selon l'artiste Bo Diao, qui déplore le manque d'ouverture ici au Québec, en parallèle, par exemple, avec un pays comme la France. Bo Diao s'explique. C'est dommage parce qu'en France, ils sont rendus loin. Tu vois, là-bas, la musique, c'est la musique. Mais je pense qu'au Québec, on a vraiment un petit retard par rapport à ça. Mais j'espère que ça va changer bientôt. Et nous, on est là, on écoute la musique québécoise, on écoute le rock, on écoute le jazz, le blues. La musique, c'est la musique. Du Sénégal au Canada, le rêve de voir sa musique avoir une reconnaissance internationale reste intact. Bo Diao rêve, comme tous les autres artistes, de faire connaître sa musique, de la voir chanter partout et surtout de la danser avec son public et ses fans. Exactement. Pour moi, c'est très très important parce qu'on dit que la musique, il faut le sentir et c'est comme une mission. Pour moi, ma mission sur Terre, c'est de raconter aux gens mon histoire, d'où je viens, le respect de mes ancêtres et de valoriser la communauté noire. Justement, Bo Diao présente cette particularité de pouvoir chanter à la fois en français, en anglais, en espagnol et surtout dans les langues africaines comme le Wolof. Pour rappel, Bo Diao est un jeune artiste sénégalais qui chante dans un style proche de l'afro-folk. Son père était un grand artiste très connu dans le milieu du théâtre sénégalais. Pour Centre-Ville, David Mézy. Vous avez rendez-vous désormais tous les mardis avec Jean-Étienne Dorsant dans une nouvelle chronique. Afrodescendant vise à présenter les profils de ces femmes et ces hommes qui ont marqué l'histoire du Canada et du monde. Aujourd'hui, Jean-Étienne Dorsant nous présente la docteure Alexandra Bastiani. Bonne écoute. Elle a obtenu son diplôme de médecine et a complété sa formation en médecine interne et en cardiologie
à l'Université de Montréal. Elle a obtenu son diplôme avec distinction et elle fut aussi la première femme noire major de la promotion de la faculté de médecine de l'UDEM. La Dr Bassiani a ensuite terminé avec succès une formation en cardiologie interventionnelle à l'Institut cardiologie de l'Alberta, ce qui a fait d'elle la première femme noire cardiologue interventionnelle au Canada. La Dr Bassiani parle couramment l'anglais, le français et le créole haïtien. Elle est née et a grandi à Montréal, au Québec, de parents haïtiens et a développé un intérêt marqué pour le travail communautaire auprès des minorités visibles. Cette passion l'a amenée à s'associer à la Maison d'Haïti, un centre communautaire local, pour organiser des séances d'apprentissage sur les problèmes de santé courants qui touchent la population haïtienne de Montréal. Pour ses efforts, elle a remporté la 2e place au prix Excelsior de la FMRQ. C'était pour son travail communautaire. Elle a également travaillé directement avec d'autres organisations communautaires locales et a lancé des journées d'orientation professionnelle pour les minorités et les enfants des communautés mal desservies en s'efforçant de leur offrir une représentation par le biais des modèles professionnels. En combinant son expertise en matière de maladies cardiovasculaires et sa passion pour le travail communautaire, la Dr Bassiani s'engage activement de réduire les préjugés liés à la race et au sexe qui entraînent des différences dans les normes de soins et les résultats cliniques. Auditrices et auditeurs, amis de la radio, continuez à nous mobiliser pour la grande rénovation de Radio Centre-Ville, votre radio. Faites un don, soyez généreux en laissant parler votre cœur pour votre radio. Radio Centre-Ville, la radio des communautés. Objectif, 50 000 $. Nouvelles d'ici et d'ailleurs. Radio Centre-Ville au centre de l'actualité. Bienvenue à la page internationale du Radio Journal. Aux États-Unis, la Convention baptiste du Sud fait l'objet d'une enquête. Les dirigeants de la plus grande dénomination protestante du pays en a fait l'annonce dans une déclaration publiée le vendredi 12 août. Willy Lafleur est correspondant de Radio Éclat International à Miami. La Convention baptiste du Sud, la 2e plus grande confession religieuse et la plus conservatrice des États-Unis d'Amérique, a révélé vendredi qu'elle faisait l'objet d'une enquête de l'administration Biden sur des allégations d'abus sexuels et d'harcèlement. L'enquête est liée à un récent rapport de tiers commandé par la Convention baptiste du Sud, a déclaré un porte-parole vendredi soir. Le rapport a conclu que les survivants d'abus sexuels étaient souvent ignorés, minimisés et même vilipendés par le haut clergé de la plus grande confession protestante du pays. Cette action du département de la justice américaine a provoqué un vif débat chez les chrétiens attachés à la Convention et même la classe politique, proche des chrétiens conservateurs, se pose des questions. Des questions qui jusqu'à maintenant n'ont pas de réponse exacte. Cette enquête est menée par un officier fédéral qui est lui-même un critique coriace et persistant de l'Église, a fait sourciller au milieu d'une vague d'actions qui, selon les opposants, vise à punir les ennemis politiques du président Biden, y compris un raid sans précédent du FBI au domicile de l'ancien président Donald Trump plus tôt dans la semaine et l'adoption d'un projet de loi qui, selon les critiques, permettra aux agents voyous du département des revenus de cibler les organisations chrétiennes conservatrices. La Southern Baptist Convention, ou Convention baptiste du Sud, qui compte 13,7 millions de membres dans plus de 47 000 églises, a annoncé l'enquête du ministère de la Justice quelques mois seulement après la publication d'un rapport indépendant sur les allégations d'abus sexuels. La Southern Baptist Convention a externalisé un rapport examinant la façon dont le comité exécutif a traité les rapports d'abus sexuels entre 2000 et 2021. Une entreprise extérieure, Guidepost Solutions, a rapporté dans un rapport de 288 pages en mai que membres du comité exécutif de la Southern Baptist Convention avaient compilé une liste de 703 personnes soupçonnées d'abus, mais ne l'avaient jamais rendue publique.
Le rapport enregistre 703 agresseurs, mais note curieusement que seulement 409 sont soupçonnés d'être affiliés à la Convention à un moment donné. C'est le commencement d'un grand saga. D'autres informations seront communiquées à ce sujet en temps convenable. Willy Lafleur, Miami, Radio Éclat. Raila Odinga, le candidat déclaré perdant à la présidentielle du Kenya, a déposé lundi une plainte auprès de la plus haute juridiction du pays. Il veut ainsi contester le résultat de l'élection qui a été favorable à William Ruto le 9 août. Monsieur Odinga a dénoncé les résultats de l'élection, les qualifiant de parodie. Suivez ce reportage de RFI signé Florence Maurice. Raila Odinga est venu en personne, accompagné de plusieurs de ses alliés, dont sa colistière Martha Karua, dans une mise en scène soignée. Les documents sur lesquels sont fondés leurs recours ont été acheminés dans un camion, puis déchargés devant les caméras et appareils photo. Des dizaines de cartons. Raila Odinga en a d'ailleurs déposé un lui-même, tandis que des centaines de partisans s'agglutinaient aux grilles de la Cour de justice pour l'encourager, en scandant « Nous voulons la justice » ou encore la victoire nous a été volée. Certains de ses partisans l'ont ensuite escorté jusqu'à son quartier général où il a tenu un discours offensif. Nous avons suffisamment de preuves que nous avons gagné, a-t-il affirmé. Il a surtout présenté son recours comme faisant partie d'un combat contre les cartels de la corruption. Je cite, il a martelé cette expression. Des cartels qui, selon lui, ont tout à perdre quand la démocratie prend le dessus et s'active pour renverser la volonté de l'électorat. Cela ne doit pas arriver et n'arrivera pas, a-t-il lancé, pendant que certains de ses partisans continuaient de scander « William Ruto doit partir ». Florence Maurice, Nairobi, RFI. Et voici maintenant la causerie matinale. Une entrevue, un angle pour approfondir l'actualité. François Vincent, merci beaucoup de vous mettre disponible pour nous. Vous êtes le vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Vous venez de mettre en circulation un communiqué dans lequel vous souhaitez venir en aide, donner un petit coup de pouce aux PME québécois. Concrètement, comment ça va s'organiser de votre côté? Vous allez contacter les entreprises dans votre base de données, vous allez faire des tournées, vous allez faire des formations. Quelle forme va prendre cette assistance? Nous, on a des représentants sur le terrain, environ 40 à travers le Québec, qui peuvent rencontrer 50 entrepreneurs par semaine. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur ça pour vraiment aller voir directement l'entrepreneur. On va lui proposer de le rencontrer. Puis s'il veut nous voir, il veut nous voir, mais vraiment dans une optique de l'accompagner, de l'aider, puis de l'informer sur les programmes qu'il vit. Parce que vous savez, le premier impact négatif de la pénurie de main-d'œuvre, c'est que le dirigeant d'entreprise travaille plus d'heures. C'est sûr. Dans 63% des entreprises, des PME au Québec, puis ça monte même jusqu'à 79% des cas dans la restauration puis dans l'hébergement. Donc, les entrepreneurs, ils n'ont pas le temps de rechercher puis de savoir les programmes qui peuvent répondre à eux. Ils sont en train d'éteindre des feux sur leur plancher. Ils sont en train de refuser des ventes et des contrats. Ils sont obligés de fermer certaines journées parce qu'ils n'ont pas assez d'employés. Puis ils sont pris par l'augmentation des coûts. Donc, ils ont moins de journées de pouvoir faire des ventes pour être capables d'avoir de payer des dépenses qui sont plus grandes. Donc, on va vraiment aller à leur rencontre là, pour les informer. Puis en même temps, prendre le pouls parce qu'on va continuer à faire des représentations politiques. On continue à faire des demandes, notamment pendant l'élection, pour que les partis politiques et le prochain gouvernement mettent en place d'autres mesures pour aider les PME qui sont prises avec la pénurie de main-d'œuvre. J'ai compris. Disons que votre agent, l'un de vos agents a rencontré un entrepreneur ici à Montréal. Qu'est-ce qu'il va lui dire concrètement? Il va lui montrer la liste des sites ou il va l'accompagner en l'aidant à remplir des formulaires? Comment ça va s'organiser? Il va l'informer en général sur qu'est-ce qui existe. Puis ensuite, si l'entrepreneur va aller dans les détails, là, il pourra rentrer avec notre équipe des ressources aux entreprises qui va pouvoir ensuite de ça l'aiguiller vers les bonnes ressources. Combien d'entrepreneurs vous pensez pouvoir retoucher avec ce programme de sensibilisation? Nous, on vise à en rencontrer 40 000 d'ici la fin de l'année. C'est beaucoup. Vous savez, on est quand même oui, c'est beaucoup. Mi-août. Mais puis on vise 100 000 l'année prochaine.
vous savez, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu qui va continuer à chaque année. Puis nous, on veut vraiment mettre l'épaule à la roue pour avoir une mobilisation collective pour être capable de relever ce défi-là, parce qu'il n'y a pas de gagnants puis il n'y a pas de perdants avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a juste des perdants. L'économie, la petite entreprise. Donc, nous, on veut vraiment faire partie de la solution. Donc, s'il y a un entrepreneur qui rencontre quelqu'un de la FCEI, ben, qui se pose pas de questions, c'est parce qu'on est là pour vraiment accompagner les entreprises puis faire une différence. Puis ensuite de ça aussi, ben, travailler très fort pour que nos dirigeants politiques prennent des décisions favorables à nos créateurs d'emplois que sont les petites entreprises. C'était la causerie matinale. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition réalisée grâce à la collaboration de toute l'équipe de la Salle des Nouvelles. 10h Onidi prend l'antenne alors que je vous attends à 15h pour les actualités religieuses avec Radio Éclat. Judith Oscar Dorsan est mon nom. Vous êtes sur Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Au revoir. Actualité Centre-Ville. Tous les matins, 9h, l'équipe de la Salle des Nouvelles vous donne rendez-vous avec l'actualité. Qui fait quoi? Quand? Où? Comment et pourquoi? La réponse à toutes vos questions avec nos journalistes et chroniqueurs. Actualité Centre-Ville, parce que vous avez droit à des nouvelles de qualité.